Bienvenue sur Empowercast. Aujourd'hui, j'ai un invité. Il s'appelle Victor Maurice. Il est coach, cofondateur de la communauté âme d'entrepreneur et auteur du livre Tomber amoureux de sa vie et de ses projets, qui va paraître le 30 juin aux éditions Prochains Chapitres. Son terrain de jeu, c'est d'accompagner les entrepreneurs à retrouver l'alignement entre qui ils sont et ce qu'ils construisent. Il est à mi-chemin entre le coaching stratégique, le développement personnel, la spiritualité. Il vit à Paris, mais il est souvent sur les routes de France et de passage aujourd'hui avec nous dans Empowercast pour notre plus grand plaisir. Victor, bienvenue. Merci Cécile de l'invitation. Trop Je content suis d'être là. ravie. Bienvenue sur Empowercast. Je suis Cécile Simonin, ton hôte. J'accompagne les entrepreneurs à se bâtir un business qui leur ressemble, les ressources et les respecte. Moi, je t'ai découvert grâce à Isabelle Rochard, que je suivais depuis un petit moment et que j'ai vu monter sa maison d'édition. Et donc, tu fais partie des premiers auteurs qu'elle va publier, ce qui est déjà assez génial en soi. Mm, carrément. C'est une belle aventure et Isabelle c'est bon, peut-être qu'on en parlera sur l'épisode, mais c'est une personne qui est incroyable et cette aventure d'écrire un livre, bah, tu dois le connaître, mais c'est une aventure qui est unique. C'est clair. J'en C'est clair. discutais avec une autre auteure qui est chez Isabelle aussi et qui venait de recevoir ses livres. Et elle me disait, alors, toi, ça t'a Mm, fait quoi? Je dis, bah, en fait, c'est unique, tu peux pas le décrire. C'est quelque chose que j'avais jamais vécu mm, avant. Et tu peux avoir plusieurs, comme ça, pics d'émotion. Le premier, quand tu ouvres le carton, et puis mm. je disais, le deuxième, j'étais dans le train et je sors un livre pour le lire et c'était le mien, quoi. Tu sais, ça fait juste trop bizarre. Bah oui, et puis t'as la sensation, moi ce que je dis à Isabelle depuis le début, j'ai un peu l'impression de faire une psychanalyse depuis que je me suis mis à écrire ce livre. Et t'as un peu cette sensation que, tu vois, j'ai 31 ans et que, bah, en fait, ces 31 ans que j'ai déjà vécu, voilà, ils accouchent quelque part, et ils se sortent quelque part, et ce sera dans ce livre-là, et que c'est un peu j'allais dire, le point d'orgue de un peu tout ce que je sais faire de mieux sur cette terre, et symboliquement d'avoir ce projet-là qui arrive au bon moment, et je crois pas au hasard, mais je pense que c'était le bon moment de ce livre-là pour arriver dans ma vie. Et derrière, ce que ça me permet, tu vois, j'étais à milieu d'imaginer que j'allais faire la soirée de lancement au Grand Rex, que j'allais écrire tout ça, que j'allais avoir ces personnes, on en parlera, mais qui sont intervenues et qui ont témoigné à l'intérieur du livre. Et voilà, et c'est comme quoi, il faut faire confiance à la vie, il faut lui demander des choses, et ensuite les C'est choses ça. arrivent, quoi. Je suis d'accord avec toi que pour moi non plus, il n'y a pas de hasard. Et après, faire confiance à la vie, ouais. C'est à la fois ce qui peut nous guider et c'est le plus grand défi, je trouve, parce que c'est pas si simple. Mais quand on y arrive, il se passe des choses fabuleuses comme ce que tu es en train de vivre, quoi. Bah, c'est ça, c'est moi ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne ou dans ma vision de la spiritualité, parce que je suis quelqu'un de très spirituel, c'est que pour moi la spiritualité, elle est là et elle marche que si derrière il y a de l'ancrage et de l'action. Au sens où pour moi la spiritualité ancrée, c'est celle qui est la plus puissante et la plus forte. Et je te prends en exemple l'exemple de ce livre-là, où, pour te partager un peu la manifestation, il y a quasiment un an, jour pour jour, je vais à la librairie Erol à Paris, dans le cadre d'une dédicace d'un auteur, et je me dis, mais un jour je serai là. Dans ces rayons, je serai entre Charles Pépin, je serai entre Miguel Ruiz, je serai Eckhart Tolle, je serai là-dedans, quoi. Et donc ça, c'était en mars 2025. Et tu vois, la vie a fait que bah, le chemin a suivi son cours. Et je suis tombé sur un post LinkedIn d'Isabelle qui parlait justement de la création de sa maison d'édition. Et en rigolant, j'ai écrit, donc action, j'ai écrit, euh, et bah pourquoi pas faire un livre, quoi. Et elle m'a dit, bah appelons-nous, et c'est comme ça que le chemin a commencé au travers de ce livre-là. Excellent. Donc quand tu l'as contacté, tu n'avais pas encore commencé à écrire? Non, Ah, j'avais c'est rien. génial. J'écris tous les matins dans mon carnet de journaling, mais jamais j'avais cette idée-là tu vois, sur ma porte, il y a tous les objectifs de l'année. En 2025, j'avais marqué écrire les premières lignes d'un livre. Et ça, je le fais en janvier, tu vois, avant même de savoir ce que je veux dans l'année suivante. Et ouais, bah, tu vois, quand on s'est rencontrés, c'était au mois de septembre 2025 avec Isabelle. J'avais rien. J'avais juste l'envie d'eux. Et ensuite, elle m'a dit, écoute, t'as un mois pour me faire un brief, un script, un premier chapitre, etc., etc.
Et pour te raconter l'anecdote, le premier jet que je lui ai transmis, elle l'a refusé, elle l'a retoqué. Donc pour moi, je m'étais dit, bon bah voilà, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Et en fait, c'est dans le cadre d'une conférence que j'ai faite via ma communauté, via âme d'entrepreneur, la communauté qu'on avait cofondée avec Ludivine et qui s'est arrêtée il y a 2 semaines de ça. Mais dans ce cadre-là, on avait lancé une conférence et le titre c'était Tomber amoureux de sa vie et de ses projets. Et en voyant cette affiche, Isabelle a dit bah écoute, c'est ce sujet-là quoi. C'est ce titre-là et j'ai dit ok vas-y c'est bon. Et voilà, et de fil en aiguille, j'y ai mis vraiment tout mon cœur, toute mon âme, tout ce que je sais faire. Et là, il est parti, au moment où on enregistre le podcast, il est parti la semaine dernière en impression. Donc hâte de le toucher Oui, je entre mes mains, comprends. de le voir maintenant. On va dire que le plus dur est fait de mon côté. Maintenant, ça va être de le vendre, mais ça, c'est un autre défi. Et pour revenir à Ça, ton c'est un autre titre, défi. tomber amoureux de sa vie et de ses projets, c'est pas anodin comme titre. Est-ce que toi, Victor, il t'a fallu du temps pour tomber amoureux de ta propre vie? Et comment ça s'est passé? C'est une très bonne question et merci de commencer par là. Bah, moi, j'aime dire que tomber amoureux de sa vie, c'est un processus. Ça se fait pas du jour au lendemain, c'est au travers d'étapes, etc. Je pense que j'ai mis une dizaine d'années à tomber amoureux de ma vie, au travers d'épreuves, au travers de changements, au travers voilà, d'événements, d'aventures. Et aujourd'hui, je suis pleinement amoureux de cette vie. Et je sortais un post LinkedIn ce week-end qui disait quand on me demande ce que je fais dans la vie, j'aime répondre je m'amuse. Et oui, c'est ça en fait pour moi. Quand je lance ce projet du Grand Rex, j'y vais. J'ai pas les sous sur mon compte, j'ai pas les sous dans ma trésor, mais j'ai envie d'y aller quoi. Et j'ai envie de le faire et ça vibre. Et pour moi, tomber amoureux de sa vie, c'est ça. Est-ce que vous avez cette vibration en vous qui vous dit go quoi. Et ce que j'aime, il y a une métaphore que j'aime beaucoup partager en conférence, peu importe, c'est saute et le parachute il arrive après. Si tu ouvres le parachute dans l'avion, t'exploses. Donc saute et ensuite on ouvre le parachute. Mais il faut d'abord sauter. Et là, typiquement avec le Grand Rex, quand j'ai signé le devis, j'ai sauté quoi. Je me suis dit, bon, on y va, j'ai jamais engagé autant d'argent sur un projet, mais j'y crois et je sais qu'on va le faire et je sais qu'on va le faire ensemble. Donc ouais, tomber amoureux de sa vie, ça part de là. Ça part de là et ça m'a amené sur des chemins. Je sais pas si tu le vois en fond, mais j'ai le drapeau de l'île Maurice, j'ai vécu 6 mois à l'île Maurice, j'ai marché sur le chemin de Compostelle, j'ai vécu dans les Landes, j'ai rencontré des gens incroyables et je me dis, bah, je prépare un TEDx aussi en parallèle et j'ai appelé ma coach TEDx il y a 2 semaines de ça et elle me disait, tu te rends compte, t'as 21 ans et t'as fait tout ça. Et en fait, je m'en rendais pas compte parce que pour moi, c'est ma vie, c'est normal, quoi. Et non, c'est vrai qu'à 31 ans, en être là aujourd'hui, et après, ça demande des choix courageux et ça demande de suivre son cœur, ses vibrations, et voilà. Et pour moi, tomber amoureux de sa vie, c'est ça, c'est écouter son cœur plutôt que d'écouter les autres. C'est de remettre un peu l'énergie à l'intérieur de soi, quoi. Ça demande de prendre le temps de le faire et de s'autoriser à le faire. Et c'est pas si évident parce que dit comme ça, on dit ok, bah, j'écoute mon cœur, nickel. Non, c'est pas si simple parce qu'il faut déjà sortir de cette espèce de carcan dans lequel on est un peu conditionné, tu vois, se dire finalement moi je suis qui au-delà d'être un numéro dans cette société ou un pion dans cette société. Et c'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est plus ce qu'on peut être quand on subit un peu sa vie et qu'on laisse filer comme ça sans choisir, quoi. Je pense qu'on Mm. partage aussi, toi et moi, ce côté exprimer son libre arbitre et faire preuve d'empowerment, quoi, qui est le thème du podcast, tu l'auras compris. Mm. Bah, c'est ça, et je trouve que pour en arriver là, il y a une citation qui dit on met 15 ans à s'éduquer et on en met 15 autres à se déséduquer de ce qu'on nous a éduqué. Et oui, je crois qu'au fait que, tu vois, le sujet de mon livre, c'est aussi de revenir à l'essence pure et au travers du voyage que je vous propose dans ce livre-là, je vous amène à vous dépouiller de ce qu'on vous a inculqué ou l'éducation que vous avez reçue au travers de la société, des religions, peu importe, mais de manière très euh, humble et simple. Enfin, je voulais vraiment dans ce livre-là, je voulais quelque chose de pratique
Et souvent, bah, tu l'as partagé en intro, j'ai cette formation de coach. Et souvent, dans les livres de coaching, c'est des exercices qui sont compliqués, il faut faire des trucs, t'en as pour 1 heure ou deux. Là, je voulais vraiment des exercices, tu puisses les faire au bord de la piscine cet été et remplir un peu. Et j'y ai mis vraiment pour moi, il y a plus de 25 exercices et dans lequel tu vas pouvoir écrire directement sur le livre, parce que aussi on n'a jamais le carnet qu'il faut au bon moment. Donc là, tu vas pouvoir écrire dedans. Et, euh, et voilà, et je voulais vraiment quelque chose de simple. Et toutes les choses que j'ai mis à l'intérieur, c'est des choses que je fais encore aujourd'hui. Je parle de la méditation, par exemple, je parle de revenir à l'essentiel, de se dépouiller. Et pour rejoindre ce que tu disais, c'est justement le fait de revenir à soi, et ça, je m'en suis rendu compte sur le chemin de Compostelle. En fait, sur Compostelle, tu marches et tu te poses pas 36 000 questions, quoi. Tu te poses trois questions, c'est où est-ce que je dors ce soir, qu'est-ce que je mange à midi et comment je vais, quoi. Le reste, tu te poses pas, enfin, même l'argent, tu te poses pas les questions de, voilà, est-ce que j'ai assez d'argent ou pas. Au pire, tu dors dehors, quoi. Enfin, y a pas de, enfin, voilà. Mais par contre, la magie, pour moi, de marcher, comme tu dis, de prendre le temps de s'écouter, prendre le temps de se poser les bonnes questions. Et il y a un exemple qu'on a tous vécu ensemble, l'exemple du Covid et de 2020. Bah, le nombre de personnes qui ont changé de vie en 2020, je pense qu'on est sur des records, mais on a pris le temps de se poser, et on a ramené du silence dans sa vie, on a ramené du temps. Alors positivement, négativement, il y en a qui l'ont bien vécu, mal vécu, ça c'est autre chose. Mais par contre, le nombre de personnes où le Covid est le point de départ, et moi le premier, hein, le coaching, ça a été formation au Covid. Mais par contre, on a eu 2 mois, 3 mois pour se poser des questions qu'on n'avait pas le temps de se poser dans le flux du quotidien. Et ça, je trouve que c'est essentiel. Et c'est pour ça que la méditation, pour moi, est géniale. C'est qu'on prend le temps de revenir à soi, en soi, à l'intérieur de soi. Et la méditation, c'est pas forcément être en tailleur par terre et en position du lotus. Vous pourriez être dans un train et regarder par la fenêtre et juste... C'est ça déjà la méditation pour moi. La méditation, c'est regarder les nuages qui se passent et de se dire, bah tiens, comment ça résonne pour moi, il pleut aujourd'hui, ok, bah est-ce que je peux pas danser sous la pluie, quoi. Ça marche aussi. Dans tes habitudes, on va dire, qui, je pense, contribuent à ton ancrage et à te connecter à qui tu es, tu nous as dit tout à l'heure que tu écrivais, tu faisais du journaling, tu écris un peu tous les jours. Ça change quoi d'écrire pour soi plutôt que d'écrire pour les autres? Hmm. Bah, en fait, ça change. C'est un peu l'idée du journal intime que l'on a quand on est jeune, quand on est enfant. On peut écrire le flot de ses pensées. Moi, déjà, ça me permet de décharger mon mental. J'ai un mental qui est très présent et qui est très bien rempli. Alors, certains de mes potes me disent que je suis TDAH, HPI et compagnie, mais je me suis pas fait diagnostiquer. Mais juste, voilà, j'ai tout le temps ce cerveau qui fonctionne, j'ai tout le temps cette créativité qui est là. Dès que je vois un truc, il faut que j'y pense. Hein. Et écrire le matin, ça me permet de décharger ça, de dire, ok, voilà, je pose et j'écris, voilà. Et ensuite, ça me permet de clarifier de quoi j'ai envie aujourd'hui. Et souvent, la phrase que je commence quand j'écris dans mon carnet, c'est aujourd'hui, je vais passer une belle journée et j'ai envie de. Et ensuite, voilà. Tout ça pour dire que déjà, on est en vie. Déjà, on se réveille, on a une journée de plus à vivre, quoi. Tu vois. Et moi, je me dis, mais il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là, et il y en a qui n'ont pas passé la nuit, il y en a d'autres qui ont plus de handicap que moi, qui ont plus de... Et je me dis, mais moi, à chaque fois, je me réveille et je me dis, bah, souhaite une nouvelle journée. Et pour autant, j'ai les mêmes problèmes que d'autres, je dois payer mes factures, j'ai des dettes, etc., etc. Mais pour autant, on est en vie, quoi. Enfin, on est le résultat d'un truc. Moi, tous les matins, je me dis ça. On est le résultat d'un processus. Ce se serait passé différent de 0,5 cm, voilà. On n'en serait peut-être pas là aujourd'hui, tu vois. Bah, déjà, gratitude d'être en vie, quoi. Et du coup, écrire tous les matins, ça me permet de me remettre là-dedans de... Ok, vas-y, je sors. Je sors de la tête, je remets du mouvement, j'écris, je prends le temps, et je clarifie ce dont j'ai envie et ce dont j'ai besoin aujourd'hui pour passer une bonne journée. Et, et voilà, et de temps en temps, j'ai juste besoin de douceur, j'ai juste besoin de calme, une autre journée, j'ai besoin d'argent, et voilà, et c'est ok. Mais tout ça pour dire que ça permet à la fois d'écrire
donc de vider sa tête. Et pour répondre à ta question, c'est aussi, alors j'ai un ascendant Capricorne, mais c'est aussi le côté cadre du terme, et c'est dire que c'est une routine qui permet aussi à son corps d'être stabilisé, à mon mental, mon côté... dès que je sais que j'ai pas écrit, je le sens au niveau du cerveau, quoi. Je sens que les flots, l'énergie continue de Mhm. tourner, quoi. J'aime bien que tu utilises ce mot cadre parce que j'ai de grandes discussions avec mes clients là-dessus parce que souvent c'est un peu une allergie, tu sais. C'est un peu épidermique la réaction quand tu parles de structure ou de cadre. Mais en fait, pour moi, le cadre, il est sécurisant. Et Hmm. le terme aussi de routine, c'est quelque chose que j'ai longtemps détesté quand j'étais jeune. Et maintenant, je comprends que ça me fait du bien et ce qui est logique parce que dans le fonctionnement de notre cerveau, la routine, elle sécurise. Et donc, on a besoin de ce genre de choses pour être présent dans sa vie, je pense vraiment, quoi. De faire en conscience quelque chose et de sentir que, OK, j'ai besoin de ça pour démarrer une journée correctement. Après, peut-être que pour d'autres Hmm. personnes, ça sera autre chose, mais c'est intéressant de mettre ça dans sa vie, je pense. Bah, dans ma vision des choses, je te rejoins entièrement. Pour moi, le cadre, c'est un peu les règles du jeu quand tu joues à un jeu de société. Euh, et dans la définition, c'est Victor Hugo qui dit que la liberté, c'est de savoir jouer avec les règles du jeu. Et pour moi, c'est ça. Pour moi, dans ma vision de la liberté, il y a ce mot cadre et il y a ce mot règle. Au sens où pour moi, la liberté sans cadre, c'est de l'anarchie et selon ma vision, ça fonctionne pas. Pour moi, la liberté, c'est vraiment de se dire, tiens, j'ai une structure, j'ai un cadre et je vais m'amuser avec à l'intérieur de ce cadre-là. Et je te prends un exemple très concret. Quand on joue au Monopoly, on a des règles du jeu. Ça ne nous empêche pas de tricher, ça ne nous empêche pas de mettre de l'argent dans sa poche. Pour autant, il y a des règles du jeu qui font qu'on puisse se détacher de OK, comment on joue, et vas-y, on y va. Si je te prends une mélodie, je te prends de la musique, dans la musique, il y a un tempo, il y a un rythme, il y a la batterie qui est là, ça structure la musique, ce qui fait qu'on a une mélodie ensuite. Mais l'un avec l'autre, en fait, la liberté, il a besoin du cadre, et le cadre, il a besoin de liberté pour pas être trop rigide. Et c'est ça, pour moi, la routine, ce qui est important, et le cadre, et de mettre en place c'est de mettre en place son cadre à soi. Pour moi, le Miracle Morning qu'on a lu partout, et de se lever à 5 heures du mat, faire toujours... Ok, ça fonctionne. Mais par contre, c'est quel Miracle Morning fonctionne pour moi ou pour toi, Cécile. Tu vas peut-être pas mettre les choses dans le même ordre, t'as peut-être pas besoin des mêmes choses le matin. Voilà, moi je sais que j'ai mon tirage de cartes tous les matins, j'ai mon écriture, ma méditation, mes petits pancakes le matin qui me font que, ok, ça me permet de rentrer dans le bain et d'y aller tranquillement et ensuite me dire et vraiment je vois les journées où j'ai fait ma routine et je vois les journées où j'ai pas fait ma routine. Typiquement quand je pars en vacances ou quand je pars en extérieur, bah t'as besoin de 3 jours avant de remettre ce cadre là et tu vois que la journée n'est pas pareille parce que il y a une stabilité et sur ça, sur le cadre, il y a aussi je sais pas si tu vois, j'ai un t-shirt blanc. Moi j'aime bien aussi ce truc là de j'ai que des t-shirts blancs le matin parce que j'ai pas besoin de penser à qu'est-ce que je vais mettre ce matin comme vêtement. Je vais mettre un t-shirt blanc et puis je vais m'habiller avec. Et ça, j'aime bien c'est Obama qui disait que lui, tous les matins, il a le choix entre deux costumes parce qu'il a déjà trop à penser avec ce qui se passe dans le monde qu'il va pas choisir comment s'habiller. Enfin, il prend deux trucs qui se vont bien. Et ça, c'est pour moi le cadre et la routine, c'est ça, c'est de me décharger de quelque chose qui fonctionne. Donc ça fonctionne, ok, je sais que ça me fait du bien, donc je vais le faire. Je vais mettre de la discipline. Et puis ensuite, je vais me laisser porter par le flow. Et ce qui fait que depuis 10 ans, 12 ans, j'ai cette stabilité-là émotionnelle qui est présente. Ouais, réduire le nombre de choix, en fait, pour garder ta capacité de décision sur des choses vraiment importantes, plus importantes que la couleur du t-shirt. Ouais, je suis assez d'accord. Steve Jobs faisait ça aussi, hein. Il portait toujours les Hmm. mêmes vêtements, Lui, enfin, il avait des... un jean, un pull noir, et puis c'est tout. Il n'y avait pas de décision à ce sujet, quoi. Bah, c'est ça, et pour te partager, moi j'ai une anecdote sur ça. J'ai fait, donc je suis digital nomade et j'aime bien bouger et travailler en même temps. Et j'avais fait un mois à Tenerife dans les Canaries. Et je m'étais dit, voilà, qu'est-ce que je vais manger le midi, qu'est-ce que je vais manger le soir. Et je m'étais dit, bah tiens, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Donc tous les midis ce sera ça, tous les soirs ce sera ça. Et pendant un mois, j'ai mangé la même chose, tu vois. Et je m'en suis pas lassé. Et au contraire, ça m'a permis, comme tu dis, de mettre mon énergie sur des prises de décision autres, qui est, hormis ce côté-là.
Il y en a qui vont trouver ça rigide, et il y en a qui vont trouver ça cadré et ça manque de liberté. Non, je pense que ça me permet de mettre cette liberté, cette prise de décision ailleurs. Et justement, quand t'as des projets plus ambitieux, on va dire, sans, en toute humilité, je partage ça, mais t'as d'autres décisions à prendre qui sont beaucoup plus importantes que comment je vais m'habiller le matin, quoi. Et, et voilà. Mais, mais, ça- mais ça n'empêche pas de remettre des t-shirts noirs de temps en temps. Ça n'empêche pas. Victor, est-ce que tu peux nous dire à qui s'adresse vraiment ton livre? C'est quoi le profil de la personne qui en aurait le plus besoin d'après toi? Qu'est-ce qu'elle ressent en ce moment dans sa vie, où elle en est dans ses projets? Hmm. Et ben, je te dirais qu'il y a pour moi deux personnes à qui s'adresse ce livre-là. Le premier, c'est, je vais volontairement parler de mon histoire parce que peut-être que les gens vont se reconnaître dans ce que je vais raconter. La première personne, c'est le Victor qui a 17 ans. Il a 17 ans, il est au lycée et il mange tous les midis seul depuis 3 ans parce qu'il se reconnaît pas dans ce monde, il n'a pas de potes, la routine et le monde qu'il observe autour de lui, ça vibre pas pour lui. C'est ce monde-là je vais l'appeler l'autoroute, ce monde que suit et que emprunte tout le monde. Et il est là sur ce banc, il observe ce monde-là, il a envie de changer ce monde, mais il sait pas par où commencer et il sait pas comment faire. Et ce livre-là, pour moi, il s'adresse à lui. Euh, c- J'aurais aimé que ce livre-là croise ma route au moment où je me posais ces questions sur ce banc. Donc ça pourra parler à des gens qui justement en ce moment sont peut-être dans ce chemin de vie qui n'est pas forcément le sien, qui ont un job qu'ils n'ont pas forcément choisi, dans une situation où ils ont pris la voie qui était facile et puis mais pour autant ça vibre pas aligné. Et l'autre, je dirais que c'est une personne qui a envie de, j'allais dire rêver plus grand, qui a envie d'aller chercher un peu le niveau supérieur, le niveau un peu... et je suis passé par là, à des moments dans ma vie, je me suis rendu compte que je tournais un peu en rond, que j'atteignais tous mes objectifs, que tout était facile un peu. Et j'avais besoin de justement ce challenge-là, de te dire, vas-y, c'est quoi le prochain challenge que je peux me mettre? Et il s'adresse à ces personnes-là qui ont envie de rêver plus, qui rêvent déjà, mais qui ont envie peut-être d'aller chercher le niveau d'après, qui ont envie d'aller chercher ce prochain rêve qui les fait vibrer, qui ont envie de, peut-être ils ne savent pas quel est le prochain rêve qu'ils ont envie d'atteindre aussi, et qui vont permettre de justement prendre le temps pendant ce chemin que je leur propose au travers du livre, de bah, justement se poser ces bonnes questions. Et il s'adresse à ceux qui ont envie de retomber, parce que retomber amoureux de leur vie, qui ont envie de, ouais, de remettre de l'amour, du cœur là-dedans, un peu lâcher cette tête qui est très présente dans notre société capitalisme et société française particulièrement, et d'aller reconnecter à ce cœur profond, cette âme-là qui vibre en soi. Et voilà, et donc ça s'adresse un peu à ces profils-là. Ça s'adresse un peu, voilà, si vous avez déjà lu les accords Toltec, si vous avez déjà lu Le pouvoir du moment présent, on est un peu sur ces vibrations-là. Alors j'ambitionne, enfin je garde beaucoup d'humilité en me comparant pas à ces maîtres-là, mais par contre en vraiment remettant l'idée que c'est un livre qui va vous amener des questionnements, qui va vous amener des façons de lire. Si vous lisez un instant A et un instant B, vous n'aurez pas la même lecture. C'est un livre que vous allez pouvoir lire dans les deux sens. Du chapitre 1 au chapitre 12, il va vous apporter quelque chose. Du chapitre 12 au chapitre 1, vous allez en tirer autre Excellent. chose. C'est aussi... c'était vraiment l'idée de vivre. Voilà, vivre un chemin, un compagnon de route. Donc voilà. Tu parlais de rêver plus grand. Qu'est-ce qui nous coupe l'accès au rêve d'après toi? Euh, Vous avez 2 heures. Qu'est-ce qui nous coupe l'accès au rêve? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a déjà soi. On est son premier ennemi ou ami. Ça dépend de quel côté on se met. Mais on peut. Donc je pense que quand je dis soi, c'est tout ce qui est croyance limitante, tout ce qui est ce syndrome de l'imposteur, toutes les peurs de la réussite, peur de l'échec, toutes ces choses-là qu'on a inculquées. Et ça, en parallèle, j'y mettrais aussi l'éducation, la société, l'école, les religions qu'on a croisé notre route. Mais tu vois, typiquement, dans l'éducation, si je prends l'exemple de l'éducation, on va commencer par t'enlever des points. Et du coup, ce truc-là, bah, forcément, on l'a inculqué. Et du coup, on va forcément commencer par voir ce qui va pas
plutôt que se dire, bah tiens, je rêve de ce truc-là, comment je peux faire en sorte que ça fonctionne et que j'y arrive. Je pense que le, la positivité aussi manque beaucoup, l'optimisme, le fait qu'on va y arriver, le fait que justement les accords Toltec, on est bien derrière ça, c'est-à-dire d'avoir la parole parfaite pour soi et pour les autres, c'est-à-dire tiens, plutôt que de se dire je vais pas y arriver, bah, te dire bah, est-ce que je peux tenter et qu'est-ce que je peux faire pour y arriver? Qu'est-ce que je peux faire pour aller atteindre ce rêve-là? Qu'est-ce que je peux faire pour soulever ou arpenter des montagnes qui me font rêver? Donc je pense que je te dirais qu'il y a deux aspects qui nous ont coupés de nos rêves. C'est ce côté personnel où on est le plus dur avec soi-même et voilà. Et il y a une phrase que j'aime bien, c'est on n'est pas victime, on est responsable. Et on est aussi co-responsable de tout ce qui se passe dans nos vies. Et de se dire, bah tiens, si aujourd'hui il y a une situation qui me convient pas ou qui me convient plus, je peux aussi être maître et être responsable du changement que j'ai envie de voir dans cette vie. J'ai pas dit que c'est facile, j'ai pas dit que c'était confortable, j'ai juste dit que c'est possible. Et, euh, et voilà, et pour moi, c'est ça. Je pense on rêve plus assez en France. Et je te prends un exemple sur ça. Tu vois, quand on m'a, quand j'ai choisi de louer le rêve, le rêve, C'est de ton louer le rêve. rêve, oui, et de louer le Rex, et de louer le rêve, de louer le Rex, on m'a dit, mais comment tu fais pour louer le Rex? Comment on fait ça? Hein. Et ben, on appelle le Rex et on le loue, Mm. c'est tout. Enfin, c'est aussi simple que ça. Et, et en fait, il y a tellement peu de personnes qui s'autorisent à ça que moi j'aime dire qu'il y a, il y a moins de concurrence. Enfin, j'aime voir ça comme un peu une pyramide. Plus tu rêves grand, moins il y a de monde sur ce chemin. Parce que au premier strat, les gens, ils ont déjà, enfin, la plupart des personnes que je croise, elles ont déjà abandonné avant même d'avoir osé. Euh, une fois que tu as sauté, bah, en fait, on y va, quoi. Et au pire, ce règle, s'il se fait pas, et c'est pas grave, enfin, voilà. Mais en tout cas, je sais que là, à l'instant T, il va se faire, et on va le faire, et voilà, j'ai pas d'autre choix que de le faire. Et pour moi, rêver, c'est ça, c'est de se dire, Euh, on a plein de rêves enfants, bah, on n'a qu'une vie, et autant en vivre ses rêves, quoi. Enfin, c'est un peu mon mantra depuis des années. Et, et voilà, et ce rêve-là, c'est un peu pour moi le symbole même de ce rêve-là. Sur scène, il va y avoir des gens, dans mon fond, il y a un livre qui est là, Mm. qui est bleu, qui a été écrit par Victoria Guillaumont, et qui est une fille que j'adore, et qui a un podcast qui est génial. Il va y avoir des gens qui m'inspirent au plus haut. Et ces personnes-là, elles ont écrit dans ce livre-là, tu vois. Dans le livre que j'ai sorti, il y a des témoignages de personnes qui seront sur scène avec moi au Grand Rex. Donc, autorisons-nous, en fait. Moi, j'aime dire à mes clients, le non, vous l'avez déjà. Le non, vous l'avez déjà. Vous risquez Ouais. que le oui. Ouais, moi j'aime bien dire ça aussi Donc, par rapport à la vente, c'est finalement si tu proposes jamais, bah, tu sauras jamais si c'était oui ou si c'est non. Et au pire, si c'est non, statistiquement, chaque non te rapproche du prochain oui, hein. Donc, faut y aller, quoi. Mm. Mais je suis d'accord que c'est c'est pas ça. si évident que ça de, bah, d'arriver à s'autoriser. Je pense que c'est vraiment une question d'autorisation intérieure, quoi. Mm. Bah, d'autorisation intérieure, et ensuite, je vais prêcher nos activités, mais on pourrait se dire c'est facile pour Victor, voilà, mais c'est 12 ans d'accompagnement, de thérapie, de personnes qui m'ont sur mon chemin, qui m'ont accompagné, et ça vraiment c'est quelque chose si je peux faire passer un message, on va dire, au travers de ton podcast, et si les gens doivent se retenir une chose, c'est oser demander de l'aide. Oser demander de l'aide à des gens, à des thérapeutes, des coachs, des professionnels de la santé, des proches, voilà. Et je te prends un exemple. S'autoriser aussi à avoir des amis avec qui vous donnez l'autorisation de vous dire quand elle voit que ça va pas. J'ai deux amis, Ludivine et Julia, à qui je leur ai dit, si un jour vous me voyez pas heureux et vous me voyez continuer sur un chemin qui est pas le mien, autorisez-vous à me le dire et je vous en voudrais pas. Mais dites-le moi, par contre, mettez-moi face au mur en me disant, écoute Victor, là je te vois comme ça. Et elles m'ont dit ça il y a 2 semaines, les deux. Et c'est pour ça on a arrêté cette communauté avec Ludivine. Parce qu'on s'est rendu compte que la joie, elle était plus là. La joie, elle était plus là. On était face au mur. Moi, j'étais épuisé, j'étais fatigué. J'ai dit, mais en fait, ça fait plus sens pour moi de continuer cette aventure. Et ça, c'est un indicateur que je peux transmettre aux auditeurs et aux personnes qui écouteraient cet épisode. Votre joie, c'est votre guide, c'est votre boussole. Si vous prenez du plaisir dans ce que vous faites, continuez. Si la joie, elle est plus là,
arrêtez. Enfin, au sens vraiment, c'est simple, j'allais dire binaire. Voilà. J'ai pas dit confortable, inconfortable. Vous pourriez avoir de la joie et dans un moment où c'est inconfortable pour vous, mais par contre ça vibre encore. Je vous prends l'exemple du Rex. En ce moment, c'est inconfortable parce que je dois remplir cette salle. J'ai peur, je sais pas comment je vais y arriver, etc. Par contre, la joie, elle est là. Je vibre. Et ça, c'est vraiment l'indicateur. Pareil sur ce livre. Il y a des moments où la relecture, j'en pouvais plus. La relecture, voilà, ça me paraissait au-dessus. Par contre, ça me faisait vibrer de le faire. Et ça, c'est vraiment l'indicateur primaire. Si votre joie, elle est présente, continuez. Continuez. Et si vous avez peur, c'est peut-être que vous allez passer un... Ben pareil, j'aime dire que la peur, pour moi, c'est une boussole. C'est une boussole parce que c'est peut-être que je vais faire quelque chose qui sort de ma zone de confort et que j'ai jamais fait et que voilà, et aujourd'hui, les peurs, à la base, la peur, elle nous protège de la mort. Sauf qu'aujourd'hui, 80, je crois que c'est 93% des peurs sont dysfonctionnelles. Parce que ça nous protège de des choses qu'on... Peur de la réussite, peur de l'échec, peur du regard des autres, voilà. N'ayez pas peur. Allez-y, enfin, en fait, on y va. La peur, elle a juste besoin d'être rassurée. Donc peut-être rassurer cette peur. Mais ensuite, allez-y, quoi, amusez-vous. Et, euh, Et voilà, et ensuite derrière, on pourrait se dire, oui, mais moi j'ai des responsabilités, j'ai des factures à payer, il faut que, voilà, tous les soirs. Et ça, j'aime bien voir le fait que, pour moi, l'argent, c'est la conséquence de ce plaisir-là. Quand tu vibres le plaisir, quand tu vibres la joie, quand tu prends du plaisir dans ce que tu fais, l'argent, ça vient ensuite. L'argent, ça vient ensuite, et vraiment, pour vous dire, ça fait 12 ans que je suis entrepreneur. J'ai connu les mois zéro. J'ai connu l'URSSAF qui passait pas. J'ai connu la trésorerie. Voilà, j'ai connu le RSA. J'ai connu vraiment toutes ces choses-là. L'argent est toujours revenu pour me payer les factures, qui est toujours revenu. Quand tu expliques aux gens ta situation, quand tu expliques, ils sont là, même l'URSSAF, ils sont prêts à t'échelonner les paiements parce que tu as un petit coup de mou. Donc, ok, l'argent c'est important, mais avant tout, c'est la joie et le plaisir que vous allez prendre dans ce que vous faites. D'accord. C'est ce que j'ai dit à mon comptable il y a pas longtemps. Je lui ai dit, moi, j'ai connu des journées où je gagnais super bien ma vie, mais je me levais le matin, j'avais envie de me pendre, quoi. Aujourd'hui, je me lève le matin, je Hmm. suis dans la joie exactement d'aller faire des choses qui me plaisent, que j'ai choisies. Donc bon, les flux de trésorerie, franchement, c'est pas mon souci, quoi. Voilà, ça va suivre, on s'en fout, quoi. Pour moi, c'est pas important. Ça vient parce que, comme tu dis, on est à sa place quelque part, quoi. Hmm. Bah, c'est ça, et pour prendre un exemple, je vais te remettre l'exemple du Grand Rex, mais je trouve le Grand Rex, c'est vraiment un exemple fil rouge qui peut être hyper intéressant pour les gens qui nous écoutent. J'ai reçu le devis du Grand Rex, donc c'est plusieurs milliers d'euros la soirée, et dans ma trésor, j'avais rien. Vraiment, j'avais peut-être 100 euros, 200 euros, histoire de... Et j'ai dit au Grand Rex, j'ai dit, voilà, je reprends cet événement-là seul, dans le cas de, voilà, laissez-moi 2 semaines, et je vous trouve le montant de la compte. Et le Grand Rex m'a dit, bah, bon, on va pas te laisser 2 semaines, on te laisse un mois. Et je lui ai dit, bah, en fait, si eux, ils me laissent plus de temps que moi-même, je peux pas les décevoir et on va y aller. Et vraiment, j'ai demandé de l'aide. Quand je vous dis j'ai demandé de l'aide tout à l'heure, j'ai demandé de l'aide partout. J'ai dit, voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. On a fait le montant de la compte en 10 jours. En 10 jours, on est allé chercher les 50 places. Il y a une pote à moi qui m'avance les fonds pour me permettre de compenser ce qui manque. J'ai demandé de l'aide et c'est ok. Et voilà, et je me dis, je sais que cet événement-là, il verra le jour. Je sais pas comment, je sais pas, voilà. On est encore là. On a fait seulement un quart du montant dont j'ai besoin, mais je sais qu'on va y aller au bout. Et le livre, c'est pareil. Le livre, c'est pareil. Quand j'ai contacté Isabelle et qu'on s'est dit, vas-y, c'est bon, c'est tombé amoureux de sa vie, de ce projet. Et je lui ai dit, mais moi, si on le veut pour cet été, je peux pas écrire seul. Enfin, je peux pas. C'est impossible mathématiquement de pouvoir écrire. Voilà. Donc j'ai écrit 90% du livre de mon côté. Et ensuite, j'ai fait appel à une dizaine de personnes qui interviennent à l'intérieur. Et des personnes, le commun des mortels pourrait des personnes qui m'inspirent. Je voulais aller chercher des gens qui m'inspirent, des gens qui vibrent, des gens qui... Et à l'intérieur duquel on va retrouver des gens... je pense à Julia qui a écrit ma préface, qui est l'équivalent pour moi de Zinedine Zidane ou de Kylian Mbappé, tu vois. Une personne qui m'inspire au plus haut, et je me dis, mais cette fille-là, elle écrit dans Ah, mon c'est livre, tu vois. génial. Donc,
Donc je me dis, voilà, si ça peut inspirer des gens de se dire, cette fille-là, j'ai son numéro WhatsApp, et ce matin, juste après toi, on va Mhm. s'appeler, tu vois. C'est juste se dire, en fait, c'est possible. Si c'est possible pour moi. Enfin, je suis pas plus intelligent que les personnes qui nous écoutent, je suis pas plus. Juste, j'ai peut-être cette audace qui est là, et j'ai pas peur d'oser taper aux portes et oser dire aux gens, j'ai besoin d'aide, en fait. Enfin, j'ai besoin d'aide, j'ai ce rêve-là, aidez-moi, quoi. Aidez-moi, et voilà, et quand je vois l'énergie autour du Grand Rex, quand je vois l'énergie autour du livre, et je te remercie une nouvelle fois de l'invitation, quand je vois l'énergie qui porte ce projet-là, en fait, tu sais que c'est la bonne voie, tu sais que c'est le bon chemin, parce que c'est là où ça fait sens. On profite pour dire que le C'est là Grand où ça fait Rex, c'est le sens. 7 juillet et que en description du podcast, là, il y a le lien pour aller réserver sa place. Carrément, carrément. N'hésitez pas, et on va fêter les rêveurs. Justement, cette soirée-là, on l'a appelé la fête des rêveurs, parce qu'on a on a envie de rêver ensemble, et il va y avoir des gens sur scène qui sont incroyables, des gens qui vont faire leur première scène, des gens qui en ont fait plusieurs. Victoria Guillaumont qui a fait des aventures extraordinaires. Elle a fait France-Inde sans prendre l'avion. Elle va enfin, nous partager ses vibrations. Il y a des surprises aussi que je suis en train de mettre en œuvre. Donc n'hésitez pas, vraiment, remplissons ce grand Rex. et puis, et puis rêvons ensemble, ouais, carrément. Victor, ton approche, elle est vraiment à la croisée d'un aspect pratique, pragmatique et du spirituel. Comment est-ce que concrètement tu arrives à articuler ces deux dimensions? C'est quoi l'équilibre que tu trouves entre des outils pratiques et puis la foi, pas dans le sens religieux, mais vraiment dans le sens spirituel, dans le sens confiance en la vie, comme tu disais tout à l'heure? Bah, pour moi, ce qui est intéressant, c'est que on parle de la même chose, mais pas avec le même prisme. Et du coup, là, c'est le langage du coach qui dirait c'est une question de perception. Je te prends un exemple très concret. Moi, j'aime faire des rituels de lune. Chaque nouvelle lune, chaque pleine lune, je fais des rituels différents. Tu pourrais avoir la lecture spirituelle, c'est-à-dire c'est l'énergie de la lune, tu peux lire les signes, voilà, est-ce que ça résonne, est-ce que ça vibre, etc., etc. Tu peux y avoir la lecture cartésienne et ancrée, avec le fait que la Lune, elle revient tous les 28 jours, elle revient par cycle, donc c'est des moments idéaux pour justement se dire, bah tiens, je vais faire des points d'étape sur mon aventure. Pour moi, la spiritualité, c'est ça. La spiritualité, c'est le lien entre ce que je vais vibrer, ce que je vais ressentir, ce que je vais espérer, et les actions que je vais mettre en place. Parce que tu pourrais espérer j'en sais rien, de monter sur la d'aller sur la Lune, si tu restes sur ton canapé, il se passera pas grand-chose, tu vois. Et du coup, pour moi, c'est l'équilibre entre les deux. Trop d'ancrage, ça amène un peu trop moins de magie, tu perds cette magie-là, et trop de spirituel, tu perds le côté lucidité, le côté, bah ok, oui, c'est important de rêver, mais pour que tes rêves prennent vie, il faut adapter tout ça. Et c'est justement, si on croit aux chakras, c'est les chakras, ça va du chakra racine au chakra couronne, c'est le terme alignement. Alignement, c'est quand ce que tu ressens et ce que tu vibres et tes actions sont alignées et sont en lien. Pour moi, tous ces termes-là, ils veulent dire la même chose, c'est-à-dire ce côté, bah, en fait, ce que je fais et ce que je dis, c'est la même chose. Et pour moi, derrière ça, c'est avant le faire, c'est être. C'est être soi, être qui je suis. Et dans ce livre-là, justement, je vais amener des exercices pour, ok, reconnecter à qui je suis, qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie, qu'est-ce que dans ma vie j'ai déjà fait de bien ou déjà fait des choses qui nous permettent d'eux. Euh, et pareil, il y a des questions, je suis sûr que les auditeurs, ils ont déjà eu ce moment-là dans leur vie, un moment où ils se sont dit, moi j'appelle ça le coup de cœur, c'est un choix qui est dénudé qui est dénudé de raison, mais tu sais pas pourquoi c'est un appel quoi. Il faut que tu le fasses, tu vas, t'achètes ce truc-là que t'avais pas prévu, mais en même temps ça te fait vibrer. Et cette sensation-là de, juste avant de partir en voyage intérieur, extérieur, chacun y mettra la lecture qu'il veut, mais cette sensation de là, pour moi c'est ça la spiritualité ancrée, c'est ok, j'ai fait un choix qui était peut-être fou, mais je sais pourquoi je l'ai fait. Je sais pourquoi je l'ai fait, j'y vais, j'avance. Moi, j'ai eu ça quand je suis parti sur Compostelle, j'ai eu ça avec le livre sur le Grand Rex, quand j'ai créé âme d'entrepreneur avec Ludivine, quand... Voilà, ce truc de... Je sais pas pourquoi, mais c'est un appel, quoi. C'est un appel de la vie et j'avance. Et pour terminer sur cette réponse-là de la spiritualité ancrée, je tire les cartes tous les matins avec le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, ça a un côté spirituel. Et ensuite, pour moi, l'ancrage, c'est OK, comment ça résonne chez moi?
et qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je garde pas de ce tirage. Et pour moi, c'est ça. Et c'est pour ça que je critique un peu la spiritualité, j'allais dire extrémiste, parce qu'il y a ce truc-là de on perd son libre arbitre. Quand vous faites appel à la spiritualité, vous gardez votre libre arbitre. Et j'aime vous demander qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous retenez. S'il n'y a rien qui résonne, vous prenez rien. Juste, voilà. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Et les rituels de lune, typiquement, sur la nouvelle lune, on pose nos intentions. On peut y voir le côté magique de je fais des demandes et je fais des vœux. On peut aussi y voir le côté bah, je pose des biais cognitifs au cerveau et ensuite j'avance. Donc pour moi, les deux sont liés. Quand on me dit je suis trop cartésien, non, t'es cartésien, mais il y a aussi ce spirituel, tu vois. Et quand je tire les cartes en tant qu'homme, les hommes, souvent, ils y croient pas aux cartes. Et quand tu leur tires les cartes, c'est les premiers à revenir, c'est les premiers à retirer les cartes. Quand la vibration féminine a plus ce côté-là, créatif, connecté, spirituel. La vibration masculine, il faut aller chercher, mais une fois qu'on a reconnecté les deux, ça vibre et ça avance. Ouais, je suis d'accord avec ça. Moi, j'aime beaucoup. Bah, je suis maître Reiki et on parle beaucoup Mm. d'être co-créateur de sa vie. Ce que tu disais tout à l'heure. C'est, en fait, euh, dans l'idée, tu peux croire au fait que ton âme est venue, s'est incarnée pour une certaine mission ou pour expérimenter un certain nombre de choses. Pour autant, le chemin, il n'est pas tout tracé parce que ce que tu viens aussi expérimenter, c'est ton libre arbitre, l'expression de ton libre arbitre. Mm. Et finalement, c'est la liberté de faire ce qu'on appelle des erreurs, qui n'en sont pas forcément, parce qu'on en apprend quelque chose, etc. Et quand tu arrives à voir ta vie comme ça, finalement, il y a moins de pression, je trouve. C'est de te dire, je suis là Mm. pour exprimer pleinement qui je suis, pour aller expérimenter des choses. Et des fois, il y a des choses, tu sais que c'est des erreurs, mais tu as besoin de la faire, cette erreur-là. Donc vas-y, quoi. Ça met moins C'est de pression, quoi. c'est ça. C'est ça, et moi j'aime bien voir le, le- la vie comme un jeu, J-E-U, comme si à chaque fois on avait des tests de l'univers, des boss finales à Mm. affronter, des moments où on revit les mêmes cycles. Bah, c'est peut-être est-ce qu'on est en train de voir, est-ce qu'on a bien appris la leçon de la fois d'avant. Euh, et et c'est Charles Pépin qui disait sur Instagram l'autre jour, j'ai vu une vidéo qui disait on refait jamais les mêmes erreurs, on avance tout le temps, on a ce truc-là que peut-être on revit la même situation, mais on a fait quelque chose de différent la fois d'après que la fois d'avant, ou voilà, et lui parlait de l'exemple de l'ex toxique, bah, peut-être que plutôt que de rester 6 mois, bah là ça fait 2 semaines. Bah, c'est déjà ce temps-là de gagner. Et ensuite, si vous revivez vraiment que le même cycle, et uniquement le même cycle, là il disait allez vous faire accompagner parce que c'est autre chose qui se joue, plutôt dans l'inconscient ou d'un côté psychologiste. Mais on fait jamais la même erreur, on avance toujours, il y a toujours ce truc-là de... Et c'est pour ça que ramener de la légèreté, de la magie, du jeu, de l'amusement là-dedans, bah, c'est un peu l'idée de... Il pleut aujourd'hui à Paris, bah, plutôt que de voir la pluie et de crier sur la pluie, je vais aller danser sous la pluie. Et de se dire, bah tiens, comment je peux danser avec cette épreuve-là que la vie me permet. Je te prends un exemple très concret. Quand je me suis séparé de mon ex, je suis parti sur Compostelle. C'est la raison pour laquelle je suis parti. En me disant, bah vas-y, je vais aller marcher et ça me fera du bien et ça me fera digérer ce. Je suis sorti de Compostelle, j'avais de la gratitude pour elle. Parce que, ok, on s'est séparés, mais je peux pas lui en vouloir. Elle m'a amené cette aventure qui était extraordinaire. Elle m'a amené tout ça. Et voilà. Et juste se dire que alors des fois, je sais, on va pouvoir m'insulter si on vit une maladie grave ou quelque chose comme ça, mais juste se dire, bah, c'est une épreuve qu'on vit, et si on ramène un autre regard sur cette épreuve, en se disant, bah, tiens, vas-y, je vais y ramener de la légèreté, je vais y amener de la positivité, je vais y amener de l'envie, je vais y amener du... euh, Mais pareil, le Covid, on parlait du Covid tout à l'heure, quand on est rentré en confinement, moi je me suis dit, on est en train de vivre quelque chose qu'on n'a jamais vécu dans l'humanité, la seule façon d'en sortir, c'est d'être positif. Et tous les jours pendant ce Covid, j'ai dansé, je me suis mis de la musique, j'ai fait des lives, j'ai fait des trucs pour ramener de la positivité là-dedans. Et alors, encore une fois, il y en a qui l'ont mal vécu et c'est pas ça que je remets en question. C'est vraiment l'idée que on est co-créateur de son jeu, en fait. On est co-créateur de ce qu'on vit. Et ensuite, amusons-nous, quoi. Amusons-nous. Et quand je dis qu'est-ce que je fais de ma vie, je m'amuse, oui. Enfin, quand je loue le Rex, je joue avec la vie, tu vois, en disant c'est que, au pire, c'est que de l'argent, tu vois. Enfin, il n'y a pas de.
il y a rien. Par contre, au mieux, c'est un grand Rex au bout, et j'ai déjà la vision, je sais ce qu'on va ressentir, je sais comment je vais vibrer, et je pourrais faire ce post LinkedIn en me disant j'ai fait un grand Rex avec 100 € dans ma Ouais. trésor, tu vois. Et voilà, et juste, ouais, amusons-nous, quoi. Enfin, tu vois. Non, je pense ce qui t'amuse, c'est de te déplacer. Tu nous as dit tout à l'heure que tu étais un digital nomade. Comment est-ce que tu vis l'équilibre entre le mouvement permanent de changer de lieu sans arrêt et la nécessité de se poser pour créer, pour coacher ou pour écrire? Et ben, je te dirais deux choses. Je te dirais déjà la maison intérieure, dans le sens où tu peux bouger si à l'intérieur de toi c'est stable. Bah en fait, cet ancrage-là, lui, il t'accompagne peu importe où tu vas. Ensuite, d'accepter que quand tu changes d'environnement, tu as toujours deux trois jours d'adaptation de ce moment où... Comme si vous veniez de secouer la bouteille d'eau, et le moment où l'eau revient en plat, ça demande un peu de temps, c'est un peu cette idée-là. Et ensuite, d'accepter aussi le fait qu'il y a des périodes où je bouge, et il y a des périodes où je bouge pas. Tu vois, en ce moment, là, ça fait plusieurs mois que je suis retourné chez mes parents à Paris, pour justement me permettre de bouger sur d'autres aspects et sur les aspects du livre, du Grand Rex, mes activités. Euh, donc d'accepter le fait que bah, tu peux pas tout changer en même temps, tu peux pas tout améliorer en même temps, mais par contre si toi tu es stable à l'intérieur, si tu as ces routines qu'on évoquait, typiquement écrire dans mon carnet, je peux le faire à Paris, à Tenerife, au Maroc, à l'île Maurice, aux États-Unis. Ça bouge pas. Méditer tous les matins, je peux le faire partout. Faire du yoga, je prends mon tapis et puis on le fait partout. Ça, y a pas de. Par contre, faire un grand Rex, j'ai besoin d'être à Paris. Il y a pas plusieurs grands Rex, voilà. Donc c'est d'accepter le fait que, bah ok, pourquoi je suis là et pourquoi je le fais. Et vraiment, je te le dis, tu vois, à 31 ans, retourner chez ses parents, bah c'est compliqué. Je dois accepter le fait que, bah oui, bah voilà, je passe pour. C'est ok, mais je sais que c'est provisoire et je sais que je suis là pour une raison, qui est ce truc-là, ce grand Rex, et qu'après ce grand Rex, je repartirai. Donc voilà, et ensuite adapter tes activités à ton mode de vie. Mes coachings, ça se fait en visio, mes activités, ça se fait principalement en visio. Là, on enregistre un podcast, on est à distance. Donc aujourd'hui, on a des outils de technologie qui nous permettent de justement avancer sur ça. Donc, et ensuite d'adapter son travail et son mode de vie à ses envies, et de commencer par là. Et ensuite, le dernier truc que je te dirais, c'est ça commence par vous. Moi, je dis souvent à mes clients, quand on travaille par exemple leur semaine type idéale, avant même de placer les moments de travail, on va placer les moments pour soi. C'est vraiment, ça doit commencer par là. Qu'est-ce que vous avez besoin? Si vous avez besoin de 3 séances de sport, vous les placez avant même. Et bon, malheureusement, je peux pas partager mon écran, mais tu prends mon agenda Google le 1er janvier 2028 ou le 1er janvier 2030, il y a déjà le sport qui est ancré, il y a déjà la méditation qui est ancrée. Et ça, c'est non négociable. Et voilà, ça me permet d'avoir cette soupape. Et j'en parlais avec mon préparateur mental il y a 2 semaines de ça, où je lui disais, j'ai la sensation que j'ai besoin de vacances, j'ai besoin de repos. Et il me disait, Victor, toi tu sais que les vacances et le repos, c'est pas fait pour toi. T'as besoin de mini-vacances tous les jours. Et mes vacances à moi, tous les jours, c'est ce moment où je me vais me balader, ce moment où je fais mon sport, c'est le moment où je sors un peu de ce boulot-là et je reviens au corps. Et ça me permet d'avoir moins de vacances, d'avoir moins de besoin de week-end, parce que j'ai ces moments-là tous les jours. Et d'accepter le fait que des fois, bah, typiquement, tu vois, avant qu'on s'appelle pour le podcast, j'avais pas envie de travailler, j'ai dansé, j'ai bougé, j'ai pris mon café, et c'est ok, quoi. Il n'y a pas de... On est devenu entrepreneur, on est devenu libre pour aussi ces jours-là, donc d'accepter le fait que ça passe. Et c'est ok. J'ai fait exactement le même cheminement que toi. Alors au départ, c'était je deviens entrepreneur et j'étais mon pire patron et je me suis dit: «Non, non, tu pas signé pour ça, quoi. Tu as signé pour être libre, tu as signé pour prendre soin de toi». Et ça a vraiment été le Mm. déclic où, bah, comme toi, dans mon agenda, c'est d'abord mes trucs perso, ce qui me fait du bien et le reste, ça vient là où il y a de la place, quoi. Ça veut pas dire que je peux pas être flexible de Mm. temps en temps, mais je pense que c'est important. C'est pour moi, ça fait partie du respect de soi, de laisser de la place à ce qui est important pour nous et c'est ce qui me permet de durer et en fait, rien que ça, je trouve que ça compense tous les risques qu'on prend en étant entrepreneur, quoi. Toute l'insécurité Mm. financière ou matérielle qu'on peut avoir en étant entrepreneur versus une vie de salarié, bah, c'est compensé par le fait qu'on a
le choix d'utiliser notre temps comme on veut, quoi. Et ça, c'est quand même assez génial. Bah, je te rejoins entièrement. Et pour moi, le jeu de l'entrepreneur, c'est le fait de remettre de la sécurité dans l'insécurité. Le fait que le cerveau il se rende compte que l'inconnu, l'imprévu, ok, c'est Mhm. sécurisant aussi. Et pour moi, le jeu de l'entrepreneur, c'est ça, c'est de comprendre que il y a des mois où tu auras moins d'argent, il y a des mois où tu auras plus d'argent, il y a des mois où tu auras des mois zéro, il y aura des jours où tu n'auras pas de clients. Ok, mais tu es en sécurité. Tout va bien. Enfin, tout va bien. Et vraiment, ça, pour moi, la sécurité, elle vient de la sécurité aussi intérieure. C'est-à-dire que si je suis en sécurité avec moi-même, ok, ben, en fait, voilà, je suis en sécurité. Je sais que demain, s'il se passe quelque chose, je demanderai de l'aide et puis que des gens pourront m'aider. Euh, et c'est ok. Et tu vois, derrière, tu parlais d'argent. Moi, j'ai deux enseignements, l'île Maurice et Compostelle m'ont appris ça, sur le fait que il n'y a rien qui est grave, hormis comment toi tu vas, comment tes proches vont, et comment, voilà. Le reste, c'est que de l'argent. Et, et ça, j'ai une anecdote à l'île Maurice, je travaillais, je vendais des voitures dans le cadre d'un stage, et un jour, on devait livrer une voiture, et le garage me dit, bah non, ce sera demain. Et je dis, mais non, on s'était dit aujourd'hui pour la livraison et que ça devait être prêt aujourd'hui. Il me dit, non, aujourd'hui j'ai pas le temps, on fera ça demain. Bah, c'est pas grave, ça sera demain, tu vois. Enfin, même si ton colis il arrive pas aujourd'hui, c'est pas grave, il y a pas mort d'homme. Enfin, il peut arriver demain et voilà, c'est ok. Par contre, toi, ta santé, tes proches, ça c'est important. Comment va tes parents, comment va tes amis, comment vont la santé, ça c'est important. Euh, le reste c'est que de l'argent. Enfin, même si, on va dire, ok, c'est chiant si ton colis n'arrive pas le jour de Noël. Ok, c'est chiant, mais c'est pas grave, tu vois. C'est inconfortable, mais c'est pas Je peux grave. te dire aussi, c'est l'opportunité C'est juste de... de refêter Noël 2 jours après, tu vois. Voilà, c'est ça. Et tu vois, et la lecture optimiste, c'est là où moi j'adore, tu vois. C'est-à-dire, bah, ok, bah, on fera 2 fois Noël, et puis 3 fois Noël, même s'il le faut. Enfin, et puis, pareil, tu vois, moi j'ai un truc avec les fêtes religieuses, les fêtes anniversaires et compagnie. Moi, tous les jours, c'est mon anniversaire, j'ai un jour de plus tous les jours. Faisons la fête tous les jours, tu vois. Enfin, pourquoi ayons de la gratitude tous les soirs. Ayons. Je sais, c'est dans le Conversation avec Dieu, le livre Conversation avec Dieu, qui disait on n'a que deux pouvoirs dans la vie, dans ce monde. C'est la gratitude pour ce qu'on a et la gratitude pour ce qu'on n'a pas encore, mais que ce qu'on va avoir. Bah oui, en fait. Ayez de la gratitude pour ce que vous avez et ayez de la gratitude pour ce que vous n'avez pas encore, mais qui arrive. Et, et ça, j'aime bien la métaphore du restaurant. Quand vous commandez votre plat, vous savez pas ni comment il va arriver. Par contre, vous faites confiance au restaurateur et votre plat, il va arriver parce que vous l'avez commandé. C'est pareil avec la vie, en fait. Enfin, commander des choses à la vie, et ensuite le quand et le comment, bah ça, c'est la magie de la vie. Et voilà, et ce qui fait que, ouais, il y a des choses positives, hein. J'aime beaucoup cette métaphore du Quand... restaurant parce que c'est, tu vois, ça va aussi, moi dans l'idée, je dis souvent, plus on cherche à contrôler et moins on autorise la vie à nous faire des bonnes surprises, tu vois. Et moins tu contrôles finalement, tu restes focalisé sur ce que tu veux, mais pas sur le comment tu vas l'obtenir. Et là, tu peux avoir de bonnes surprises. Mais dans l'idée de ta comparaison, sinon c'est comme si tu commandes, je sais pas, une bavette saignante avec des frites et des légumes dans une brasserie et que c'est toi qui vas en cuisine pour vérifier que la cuisson elle se fasse bien. Ouais, non, en fait, c'est pas ça. Tu vas pas au resto pour ça. Hmm. Et ouais, c'est très pertinent comme comparaison, j'aime beaucoup. Bah après, moi j'aime l'idée aussi, tu vois, en tant qu'entrepreneur, pour moi, je distingue vraiment entrepreneur de chef d'entreprise. Pour moi, les deux, c'est pas le même métier. Mais pour moi, entrepreneur, ma définition d'entrepreneur, c'est un peu le chef d'orchestre. Et j'aime bien cette idée de Walt Disney. Walt Disney, il savait rien faire. Pour autant, il s'est entouré des meilleurs. Il a juste dessiné une souris sur son truc, et ensuite il avait le meilleur dessinateur, le meilleur musicien, le meilleur... Et pour moi, entrepreneur, c'est ça. Entrepreneur, c'est planter plein de graines, et puis tu sais pas laquelle va prendre, tu sais pas comment ça va prendre. Mais par contre, tu plantes, tu plantes, tu plantes, tu plantes, tu plantes, et tu suis une vision que tu as. Et, et j'aime ce que tu disais sur le restaurateur. Moi, j'aime l'idée que quand je prends des photographes pour un événement, bah, à chaque fois, ils me disent de quoi tu as envie, de quoi tu as besoin. Je leur dis, la vision, c'est celle-ci. Ensuite, le comment, c'est vous. Enfin, moi, je vous fais confiance. Vous savez mieux prendre les photos que moi. Je sais pas comment ça marche. Pareil sur le podcast, tu vois. Le podcast, j'ai jamais enregistré. Donc, je te fais confiance sur la technique. Ensuite, voilà, je me laisse porter. Et
pour moi, faire confiance aux gens, c'est aussi important. Se dire, bah tiens, et faire confiance à la vie. Enfin, je vais mettre les deux aux gens et à la vie. Euh, et je te prends l'exemple de ce livre-là. Euh, Quand j'ai mis, je m'étais mis en tête le mois dernier de vas-y, j'ai envie de faire vivre ce livre-là, j'ai envie de passer dans des podcasts, j'ai envie qu'on parle de ce livre et j'ai envie de le faire vivre parce qu'il mérite cette vie. Bah, tu vois, j'ai mis un post sur LinkedIn, j'en ai parlé autour de moi, sans savoir quel podcast allait m'inviter, tu vois, et j'ai la chance que tu aies répondu à cet appel. Et en un mois, j'ai eu 8 C'est invitations génial. dans huit podcasts différents. Mais tout ça pour dire que bah, j'ai osé demander à la vie, et ensuite j'ai mis les actions en place, et j'ai accepté, et j'ai fait confiance. Enfin, que ton podcast il s'appelle Pierre-Paul Jacques, je serais venu. Parce que je fais confiance au fait que tu m'invites et j'accepte le fait que bah, tu me tentes cette main qui fait plaisir. Et voilà, je suis hyper heureux d'avoir répondu à cet appel et ensuite de transmettre un peu cette énergie, ces vibrations, cette intention. Et ensuite le quand et le comment. Ça se trouve, je vais passer sur BFM, TF1, M6, peu importe, tant qu'on s'amuse. Enfin, tu m'aurais dit, on aurait fait le Grand Rex, l'Olympia, Palais des Congrès, on fera les trois, et c'est ok. Ensuite, le quand et le comment, ouais, ça sera une autre histoire. Merci beaucoup, Victor, pour tout ce que tu nous as partagé comme valeur. On arrive un peu à la fin de cet entretien, mais pour finir, si tu devais donner une seule permission à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, quelqu'un qui a un projet dans le cœur mais qui n'ose pas encore lancer, ça serait laquelle de permission? Euh, ouais, j'allais dire oser demander de l'aide, mais oser en parler en fait surtout. Oser verbaliser ce rêve-là et oser en parler. N'ayez pas peur d'en parler autour de vous, n'ayez pas peur de demander de l'aide, n'ayez pas peur de voilà, dire voilà, je rêve de ça, comment tu peux m'aider, comment je peux faire, etc. etc. N'ayez pas peur de taper aux portes, n'ayez pas peur d'oser demander. Vraiment, ça c'est vraiment le meilleur conseil qu'on m'ait donné il y a 11 ans quand je suis devenu entrepreneur. C'est ose taper aux portes. Et si vous avez un rêve, si vous avez un projet, osez taper aux portes. Osez taper aux portes et aller au bout de votre rêve parce que bah, c'est ça qui vous fera vibrer, quoi. C'est, c'est ça qui vous fera... C'est une citation qui dit, si on se moque pas de votre rêve, c'est qu'il est peut-être pas assez grand. Et oui, peu importe. Et ensuite, bon, je joue avec les règles du jeu, je donne une deuxième, mais c'est ensuite la vie des autres, c'est la vie des autres. La vie des autres, c'est la vie des autres. C'est vous d'abord. Écoutez-vous. Vous savez ce que vous voulez, vous avez votre vision. Et ensuite, les autres personnes doivent rentrer dans cette vision. Si ça va dans le sens de votre projet, oui, écoutez-les. Si ça confronte et si ça vous bloque, ben, c'est peut-être que vous ne devez pas les écouter. Et on parlait du jeu, c'est peut-être un test de Mhm. la vie. Merci beaucoup. Donc, je rappelle que ton livre, Merci Tomber Cécile. amoureux de sa vie et de ses projets, il sort le 30 juin, donc il sera disponible dans toutes les bonnes librairies. On peut le précommander, je crois, hein. Vous pouvez le précommander carrément. Et peut-être bonne nouvelle, on parle du 30 juin, ça sera peut-être court en juin. Bien. Je sais pas quand est-ce que l'épisode va sortir, mais on a de l'avance sur cette aventure-là. Mais au plus tard, le 30 juin, il sera Ok. sorti. Et Ça, puis, c'est on sûr. n'oublie pas la soirée au Grand Rex, le 7 juillet. Donc, je mettrai tous les liens. Carrément. 7 juillet, Pardon. Je mettrai tous les liens en carrément. description. Et puis, on peut te retrouver aussi sur LinkedIn. Oui, LinkedIn, Instagram, Victor Maurice et victormaurice.coaching pour Ok. Instagram. Et puis voilà, moi j'ai hâte d'avoir ce livre en main, je t'avoue. J'ai déjà fait le chemin, je pense, que tu décris, tu vois, mais je me réjouis d'avance de lire ce livre et de cheminer avec toi. Et j'aime bien Bah l'idée écoute, de pouvoir le faire. Alors, je vais pas trop à la plage, mais tu vois, de pouvoir le faire comme ça, tranquillement, sans se prendre la tête, des petites réflexions, plutôt en mode journaling, comme tu disais. Je pense que je vais me régaler. bah écoute, tu me diras, et hâte d'avoir vos retours. Et n'hésitez pas, si vous l'écoutez et que vous l'avez déjà en main, à me faire vos feedbacks, vos retours, à me partager ce que ça vous a apporté, parce que je suis vraiment dans l'itération continue et je suis friand de vos retours, donc n'hésitez pas à le faire vivre, ce livre. C'est le but. On lui souhaite une longue vie et une belle vie pleine de joie. Merci beaucoup, Victor. Merci. Merci Cécile, c'était trop cool. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Depuis début 2023, j'accompagne des entrepreneurs, coachs et dirigeants qui refusent de choisir entre réussite et authenticité, entre bien-être et performance.
Si toi aussi tu ressens cet appel à te créer ce que j'appelle une vie triple R, qui te ressemble, te ressource et te respecte, alors rejoins ma communauté. Inscris-toi à l'Empower Mail, ma newsletter hebdomadaire. Chaque semaine, tu recevras des stratégies concrètes, des outils exclusifs et des réflexions pour réveiller ton pouvoir intérieur et enfin reprendre le lead sur ton entreprise et ta vie. Tu trouveras le lien en description. J'ai hâte de poursuivre ce voyage avec toi.